Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le monde fascinant de l'économie. Alors oui, ça peut paraître un peu complexe comme ça, mais on va voir qu'en réalité, l'économie se cache derrière absolument chacun de nos choix quotidiens, du simple café du matin jusqu'à nos plus grands projets de vie. Chômage, inflation, crise, ce sont des mots qu'on entend en boucle dans les actualités, n'est-ce pas? Et c'est vrai que ça peut impressionner, parfois même inquiéter, mais au fond, tout ça, ça ne fait que décrire le monde dans lequel on vit. L'objectif ici, c'est justement de donner quelques clés pour commencer à décrypter ces grands phénomènes. Alors commençons par le tout début, avec la question qui semble la plus simple, mais au fait, c'est quoi l'économie? On va vite se rendre compte qu'il n'y a pas une seule et unique réponse. Non, il y a plutôt plusieurs facettes, plusieurs angles de vue qui se complètent. Et pour comprendre, rien de tel qu'un petit retour aux sources. Le mot économie, ça nous vient du grec ancien, et à l'origine, ça voulait dire gérer la maison. L'idée de base, c'était comment on fait, avec des ressources qui sont limitées, pour répondre aux besoins de toute la famille. Et cette idée, toute simple, on l'a ensuite transposée à une échelle beaucoup plus vaste, celle d'un pays entier. Ok, première grande manière de voir les choses, la plus classique sans doute, l'économie, c'est la science de la richesse. Là, l'idée, c'est de répondre à des questions finalement assez directes. Comment est-ce qu'une nation ou même un individu crée plus de richesse? Et une fois créée, comment est-ce que cette richesse circule et comment est-ce qu'on l'utilise? Cette vision, elle a été, on peut le dire, immortalisée par Adam Smith, qu'on présente souvent comme le père de l'économie moderne. Pour lui, c'était limpide. Le but de toute activité économique, c'est simple, c'est de produire de la richesse pour satisfaire les besoins de la société. Bon, maintenant, deuxième approche, et là, on change un peu de perspective. L'idée ici, c'est qu'un bien ou un service n'a pas vraiment de valeur en soi. Sa valeur, elle n'apparaît réellement qu'au moment où il est échangé sur un marché. Du coup, l'économie devient l'étude de tous ces échanges et de la façon dont les prix se forment. Ce schéma illustre ça à la perfection. C'est le flux de base de notre économie. D'un côté, il y a les ménages qui offrent leur travail et reçoivent un salaire. De l'autre, il y a les entreprises qui utilisent ce travail pour produire des biens et services. Avec leur salaire, les ménages achètent ces produits. C'est une boucle, un échange constant qui est le véritable moteur de la machine. Et on arrive à la troisième définition, sans doute la plus moderne. Elle part d'un constat très simple, nos désirs sont à peu près infinis, mais les ressources pour les satisfaire, elles, sont limitées. Le temps, l'argent, les matières premières, tout est rare. L'économie devient alors la science des choix qu'on est obligé de faire en permanence. C'est exactement ce que résume cette fameuse citation de Lionel Robbins. Puisque les ressources sont rares, on ne peut pas tout avoir, on doit donc faire des arbitrages. Et l'économie, son travail, c'est précisément d'étudier comment on fait ses choix pour essayer d'obtenir le plus de satisfaction possible avec les moyens qu'on a. Voilà, on a posé les grandes définitions. Maintenant, la question, c'est concrètement comment les économistes étudient tout ça. Eh bien, on peut imaginer qu'ils ont une sorte de zoom. Ils peuvent regarder les choses de très très près avec une loupe ou alors prendre énormément de recul comme s'ils regardaient la Terre depuis un satellite. Et ça nous amène aux deux approches les plus connues, la microéconomie et la macroéconomie. La microéconomie, c'est la vue à la loupe. On va s'intéresser aux décisions d'un seul consommateur ou d'une seule entreprise. À l'inverse, la macroéconomie, c'est la vue satellite. Là, on dézoome complètement pour regarder l'économie d'un pays dans son ensemble à travers de grands indicateurs globaux comme le PIB, l'inflation ou le chômage. Mais attention, il ne faut surtout pas voir ces niveaux comme des boîtes séparées. Bien au contraire, tout est lié. Les choix de chacun au niveau micro s'additionnent et forment les tendances d'un secteur ou d'une industrie. C'est le niveau méso. Et c'est l'ensemble de toutes ces interactions qui à la fin dessinent le paysage global qu'on observe en macroéconomie. Et justement, restons sur cette vue satellite. Pourquoi est-ce si important de comprendre la macroéconomie? Concrètement, ça sert à quoi? Eh bien, elle nous donne les outils pour décrypter le monde qui nous entoure. Ça permet de comprendre un débat sur la dette publique, d'analyser une décision de la Banque centrale, ou même d'anticiper pourquoi une entreprise décide d'embaucher ou de licencier. En fait, la macroéconomie, c'est un peu la grammaire de l'actualité économique. Mais il faut savoir que cette vision d'ensemble, cette vision macro, n'a pas toujours existé. C'est même une discipline assez jeune qui est née d'une des plus grandes catastrophes économiques de l'histoire moderne. Avant la crise de 1929, l'idée dominante, c'était que les marchés s'autorégulaient parfaitement. On pensait qu'il n'y avait pas besoin de l'intervention de l'État. La Grande Dépression a été un choc terrible qui a balayé cette certitude. Et c'est dans ce contexte qu'un économiste, John Maynard Keynes, a provoqué une véritable révolution. Il a dit qu'il fallait penser l'économie comme un tout et que l'État avait un rôle crucial à jouer pour piloter le navire. C'est comme ça qu'est née la macroéconomie moderne. Allez, voyons maintenant un outil fondamental de la macroéconomie. Un outil qui sert à analyser la santé d'un pays, le cycle de l'activité économique. L'économie, ce n'est jamais une ligne droite.
C'est une succession de hauts et de bas, de phases de croissance et de phases de ralentissement. Et ce rythme naturel, cette sorte de pulsation de l'activité économique, est au cœur de l'analyse. On peut décomposer ce cycle en plusieurs phases. D'abord, l'expansion, là, l'économie tourne à plein régime, puis vient la crise, le point de retournement. Elle est suivie par la récession, une phase de ralentissement. Si cette récession est particulièrement grave et durable, on parle de dépression. Et enfin, vient la reprise, qui annonce le début d'un tout nouveau cycle. Et là, le point crucial, c'est de bien faire la différence entre une récession et une dépression. Ce n'est pas qu'une question de mots, c'est vraiment une question d'échelle. Une dépression est beaucoup plus longue, beaucoup plus intense, et son impact sur la vie des gens est bien plus profond. Pour faire simple, la crise de 2008, c'était une récession très grave. La crise de 1929, c'était une dépression dévastatrice. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Avec ces quelques outils en main, en observant la croissance, l'inflation, le chômage, à votre avis, dans quelle phase de ce grand cycle économique est-ce qu'on se situe aujourd'hui? La question est complexe, bien sûr, mais les bases sont là pour commencer à y réfléchir.